Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. C'est le grand soir pour le football français. Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, Lens, Toulouse. De nombreuses villes vont vivre 90 minutes de suspense. Ambiance à moins d'une heure de l'événement. Dans un instant. Ségolène Royal se lance officiellement à la conquête du Parti Socialiste, à 6 mois du congrès de Reims. Qui sont ses soutiens? Quel est son projet? Comment éviter l'affrontement, la guerre des chefs? Ségolène Royal nous expliquera sa méthode. Ce soir, elle est l'invitée de ce journal. Les conséquences du tremblement de terre sont toujours aussi dramatiques en Chine. Glissement de terrain, routes coupées. Nos équipes ont pu se rendre pour la première fois au cœur du drame. Images et témoignages qui, vous le verrez, vont nous permettre de mieux comprendre l'ampleur du désastre. C'est le grand format de ce samedi. Tout autre chose avec la question conso du jour. Est-il intéressant d'acheter sa voiture sur Internet? De plus en plus de Français franchissent le pas. Un choix économique, mais attention, une nouvelle fois au piège de la toile. Enfin, cela faisait 9 ans que son public français l'attendait. Tous ne pouvaient pas se rendre à Las Vegas pour suivre leur idole. Céline Dion est de retour. Elle sera dès lundi en concert à Paris. Nos équipes ont pu la rencontrer hier et rassurez-vous, le show promet d'être grandiose. Ils sont des milliers de supporters qui en ce moment même se rendent au stade un peu partout en France et une grande partie d'entre eux retiennent leur souffle. Certains rêvent de titres, ils sont alors lyonnais ou bordelais. D'autres s'interrogent, leur équipe sera-t-elle condamnée à jouer l'an prochain en Ligue 2? C'est le cas des supporters lensois. Un match à double enjeu face à Bordeaux. On prend la direction de Lens et on retrouve Marianne Mas et Patrick Wurstorm. Dans le match, ce serait dommage. On y croit. Ah ouais. À fond. On voit le Bordeaux. Jusqu'à la Ligue. H-3, autour du stade Bollaert, on hisse les couleurs et à Lens, pas question de faire pâle figure pour les 100 et or. C'est ce soir ou jamais. Il va falloir donner de la voix. Il n'y a pas de numéro 12 à Lens. Le 12e homme, c'est nous. Tout le public. Et le 12e homme, pour le moment, il s'échauffe avec le 13e, le 14e et tous les autres et même les supporters de l'équipe adverse. Pour cette dernière journée de championnat, il y en a pour tout le monde. Je supporte Saint-Etienne, j'espère que les Lillois vont perdre ce soir parce qu'on est en fond derrière les Lensois. Et ils seront plus de 40 000 ce soir au stade pour un match à guichet fermé avec chacun son analyse des enjeux et de l'avenir du club. Alors on récapitule. Il faut qu'on gagne, que Paris perde. Un match nul pour nous et une défaite de Toulouse, c'est bon. Ils vont gagner ce soir et ils vont se maintenir. Même si malheureusement ils descendent en Ligue 2, on sera toujours derrière eux. Il faut gagner, sinon c'est la fin, voilà. Allez Lens. Et je fais ça comme ça. À quelques minutes du coup d'envoi, le 12e homme révise ses classiques et commence à faire la fête avant. C'est toujours ça de prix. Après, on verra bien. Autre lieu, autre suspense ce soir à Toulouse, tout d'abord qui reçoit Valenciennes. On craint également la descente en Ligue 2 pour cette dernière journée. La défaite est interdite, situation identique pour le Paris Saint-Germain qui pour la première fois depuis 20 ans joue son maintien parmi l'élite et tout cela va se dérouler à Sochaux. On retrouve sur place Franck Genozo. Bonsoir Franck, c'est un match en tout cas placé ce soir sous haute sécurité également. Oui, bonsoir Laurent. J'ai un petit peu du mal à vous entendre parce que l'ambiance est en train de monter ici au stade Bonal de Sochaux, mais c'est effectivement un match à haut risque, classé à haut risque par les autorités. Un chiffre parlant, il y a 1000 supporters du Paris Saint-Germain qui sont attendus et 500 policiers qui ont été déployés. Les supporters sont arrivés très tôt, ils ont investi les bars du centre-ville ici, ils les ont animés. On redoutait des incidents, il y a bien eu quelques échauffourées, mais pour l'instant, aucune interpellation selon la préfecture. Ces supporters, maintenant, vont être conduits à l'intérieur du stade où ils seront encadrés par une quarantaine de stadiers. Des stadiers qu'on a vu répéter tout à l'heure des mouvements pour éviter des envahissements de terrain. Un des leaders de la tribune des Boulogne Boys, celle du Paris Saint-Germain, nous disait il y a quelques minutes, c'est l'union sacrée derrière les joueurs, l'union sacrée derrière les dirigeants et le club, en attendant le résultat. Et s'il est négatif, eh bien cette union sacrée pourrait voler en éclats. Le Paris Saint-Germain va-t-il se maintenir en Ligue 1? Réponse ici au stade Bonal de Sochaux dans un petit peu plus de 2 heures. Merci Franck. Enfin, prenons ce soir la direction de Lyon, place Bellecour, où les supporters pourront suivre le match sur écran géant. Denis Sébastien, vous êtes sur place. Bonsoir. Les Lyonnais qui rêvent ce soir d'un 7e titre consécutif.
Oui, bonsoir Laurent. On attend environ 5000 personnes ici sur la place Bellecour et ils flottent dans la ville comme un parfum de finale. Effectivement, ces dernières années, les supporters s'étaient habitués à voir leur équipe championne bien avant la fin du championnat. Cette année, il n'en est rien. Et ce n'est pas plus mal, nous disaient tout à l'heure des supporters, rencontrés notamment dans la boutique de l'OL. Ce n'est pas plus mal, comme si on jouait un petit peu à se faire peur, comme si on avait oublié le frisson ces dernières années et qu'on était heureux de le retrouver. Alors heureux de le retrouver évidemment à condition qu'à l'arrivée, l'équipe soit sacrée championne. Pour ça, il va falloir attendre la fin du match. Si c'est le cas, évidemment, la fête se prolongera tard dans la nuit ce soir. Elle se prolongera aussi peut-être demain, sans doute. Vous savez, dans les milieux du sport, on est un peu superstitieux. Alors, officiellement, rien n'est prévu demain en cas de 7e titre. Mais officieusement, il est fort à parier que l'hôtel de ville ouvrirait grand ses portes à l'équipe et à son trophée pour qu'elle puisse le présenter à ses supporters. Merci Denis. Voilà pour le football. Résultat analysé, commentaire dès demain 12h dans France 2 Foot. Le prix du gazole est toujours au cœur de la colère des marins pêcheurs, colère qui s'exprime encore aujourd'hui dans le port des Minimes à La Rochelle. Le port est bloqué, tout comme celui du Croisic et de la Turballe en Loire-Atlantique. Un mouvement qui s'étend donc progressivement. On fait le point ce soir avec Agnès Molinier. Drôle de fête du nautisme ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Aucun marin ne prend la mer depuis ce matin. Les pêcheurs sont en grève et bloquent le port de Plaisance. Ils demandent des aides au gouvernement pour faire face à la hausse du gasoil qu'il paie aujourd'hui 70 centimes. On attend qu'il y ait une aide, qu'il y ait quelque chose, que les gasoils déjà qui se freinent, qu'ils arrêtent de monter. Si le gasoil il continue à monter, qu'il nous diminue nos charges ou quelque chose quoi. Au moins un geste quoi. Nous là, au point où on en est, on ne peut plus aller pêcher. Le prix du poisson augmente pas en crier. On leur vend le même prix qu'il y a 20 ans, le poisson n'a jamais augmenté sous crier. On va au supermarché ou dans les poissonneries, ça triple, voire plus. Depuis 3 jours, on ne rentre pas non plus dans le vieux port de La Rochelle. Les bateaux de pêche bloquent également le port des Minimes. Les 500 plaisanciers du week-end ne peuvent entrer ou sortir que la nuit. C'est tellement facile de bloquer tout le monde que bon, enfin voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, bon, faut comprendre que c'est leur casse-croûte aussi, quoi, c'est leur gagne-pain. Une petite pièce pour les marins pêcheurs si vous désirez, on n'oblige pas. Hier soir, les pêcheurs ont même sensibilisé à leur cause les touristes venus sur l'île de Ré. Leur mouvement, commencé le 10 mai, s'étend aujourd'hui de la Charente-Maritime à la Loire-Atlantique. Les ports bretons sont en attente. Une réunion est prévue mercredi au ministère de la Pêche. D'ici là, les actions devraient continuer. Les pêcheurs français se sentent étranglés. Dans l'actualité également, parlons de ces braquages à répétition de bijouterie. Cette semaine encore à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, une fusillade a eu lieu entre policiers et malfaiteurs dans le centre-ville. Des attaques qui se sont multipliées dans les quartiers populaires de la capitale, loin de la place Vendôme, des hold-up de plus en plus violents. Explication, Vincent Fischmann, Emmanuel Morel. L'agression date de jeudi en fin de matinée. Une femme apparemment seule sonne à la porte de la bijouterie. L'épouse du patron ne soupçonne rien et ouvre la porte. Son mari raconte le reste. Tout de suite, les 3 individus qui se trouvent derrière, qui rentrent tout de suite et la dame elle est partie. Et d'un seul coup, elle sort un pistolet. Ensuite, il a dit, mettez-vous par terre, ne bougez pas, ne criez pas. Le braquage durera quelques minutes. Montant du butin selon le propriétaire, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un phénomène en hausse. Pour le prouver, le bijoutier nous conduit 300 mètres plus loin chez un ami, lui aussi dans le métier, et lui aussi victime. C'était il y a quelques mois. Chaque fois c'est pareil. Il y a une dame qui sonne, après bon, il bloque la porte et 3-4 personnes y rentrent. Depuis, le commerçant croit avoir trouvé une solution. Je ne fais plus d'or, je fais le plaqué up pour ne pas prendre trop de risques. Trop de risques, parce que l'os, actuellement, ça coûte très cher. Dans sa boutique, pas de caméra, pas de sas de sécurité. Une proie facile. Dans ce quartier populaire de Paris, on dénombre une petite dizaine d'attaques en quelques semaines. Les braqueurs seraient jeunes et bien organisés. Je pense qu'ils sont en cheville avec des vendeurs à la sauvette qui doivent écouler la marchandise, ce qui est la solution la plus simple. Ce n'est pas une marchandise extrêmement chère, donc c'est une marchandise que tout le monde peut acheter. Pour dissuader les braqueurs, la préfecture de police de Paris vient de mettre en place un nouveau système de surveillance spécifique à ces bijouteries.
Mardi, une fillette de 5 ans a trouvé la mort en chutant accidentellement du 7e étage de l'appartement familial à Bobigny. Un drame qui illustre un vrai problème de société. Il n'y a pas que la vigilance des parents qui est concernée, ce sont également, vous allez le voir, les normes de sécurité de nos fenêtres qui sont souvent inadaptées. Reportage Jenny Briffa, Éric Delagneau. Ce jour-là, il ne pleuvait pas. Au contraire, il faisait très beau. Le petit Thomas ne s'en souvient pas, mais il est tombé par la fenêtre. Comme il y avait un grand soleil, elle n'était pas fermée. Il avait 16 mois et il ne marchait pas encore. Et donc, comme vous pouvez voir, les radiateurs sont à même la fenêtre, avec un garde-fou où on peut s'agripper. Et malheureusement, grimper, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, il a basculé de l'autre côté. Donc, ça a... Comment vous l'avez laissé sans surveillance combien de temps? C'est un espace de temps très, très court, c'est 20, 10, 20, 30 secondes. Quelques secondes d'inattention, 15 mètres de chute. À 3 ans, Thomas est un miraculé. Chaque année, 200 enfants se défenestrent accidentellement, 30 en meurent. Et le problème préoccupe peu. Les appartements sont très peu sécurisés, les normes laxistes. En France, les garde-corps font 90 cm. Aux États-Unis, ils sont 20 cm plus hauts. Pour que l'enfant soit en sécurité, il faudrait, dans l'idéal, c'est ce que nous avons montré, nous, sur la base d'essais ergonomiques effectués auprès d'enfants de moins de 6 ans, que les garde-corps soient au minimum à 1,10 m. Et on a montré qu'un enfant de moins de 6 ans peut franchir jusqu'à 1,20 m avec un point d'appui. Pire encore, les règlements de copropriété interdisent souvent aux parents de sécuriser leurs fenêtres pour des raisons esthétiques. Pour interdire ces clauses, il faudrait que la réglementation générale de l'urbanisme et de l'habitat soit modifiée. Le docteur Meyer, lui, attend depuis de longues années que le code de l'urbanisme évolue. Lui-même reçoit chaque week-end ensoleillé 2 à 3 enfants défenestrés dans cette salle d'anesthésie. Les enfants n'ont aucune peur du vide, n'ont absolument pas la notion du danger. Comme ils ne ressentent pas le danger, ils n'ont pas le réflexe de poser les mains ou les pieds au moment d'une chute. Et donc la plupart du temps, ils tombent directement sur la tête. Les accidents par défenestration sont plus fréquents que ceux par noyade dans les piscines. Et pourtant, la réglementation est bien plus longue à évoluer. À l'étranger maintenant, le grand format ce samedi nous emmène au cœur du drame que la Chine est en train de vivre. Alors qu'une nouvelle secousse d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter a frappé la province du Sichuan, ce soir, notre équipe a pu se rendre pour la première fois au plus près de l'épicentre du séisme. Elle vous fait découvrir une de ces villes dévastées, une parmi des dizaines d'autres. Un document réalisé par Samasoula et Tristan Lebras. Regardez. Le tableau noir de Han Wang. Un lycée transformé en tombeau pour 1 millier d'adolescents et leurs professeurs. Malgré l'acharnement des sauveteurs, ce ne sont que des corps sans vie qui sont sortis 5 jours après le séisme. Une classe entière vient d'être dégagée. L'affolement d'un père à la recherche de sa fille de 17 ans. À défaut de la savoir vivante, il veut voir son corps. Comme lui, des dizaines de parents se sont précipités. C'est un garçon ou une fille ? Un autre corps arrive sur la piste d'athlétisme transformée en morgue. L'homme accourt à nouveau. Ce n'est pas sa fille, mais c'est la même tragédie. Au milieu des linceuls, les cérémonies funéraires s'enchaînent. Pour tous ces parents, c'est le pire qui vient de leur arriver dans un pays qui leur a imposé d'avoir un seul et unique enfant. On a répondu à l'appel du pays en ayant un seul enfant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a plus de 40 ans, on n'aura plus d'enfants. Qui s'occupera de nous quand on sera vieux? Han Wang, très proche de l'épicentre, n'est qu'un enchevêtrement de ruines, un cimetière à ciel ouvert. Partout, des cadavres que personne ne vient chercher. Il n'y a parfois plus personne pour les réclamer. La ville de 70 000 habitants a été décimée. Ici, c'était le jardin d'enfants. Jour et nuit, les secouristes combattent corps à corps avec les amas de béton, épaulés par une armée chinoise en ordre de bataille. On n'a pas trouvé de survivants. Passer 72 heures, c'est critique, mais on va continuer à chercher. Au pied de l'usine de moteurs accolée à la mine de charbon, un camp de survivants. Tous y étaient employés.
Malgré l'odeur insoutenable, ils se sont installés là. Où donc pourrions-nous aller, demandent-ils. Les cadavres de leurs collègues gisent encore dans l'usine. Ce couple vit aussi de l'usine et de la mine détruite. Leur maison est pulvérisée, mais ils prennent le risque de s'aventurer sur ces décombres. Ils sont venus chercher ce qui était jadis le placard de leur cuisine. Je cherche les choses qu'on peut encore utiliser, parce qu'on n'a plus rien. Pas de complainte, ils sont vivants. La femme a été sauvée après être restée coincée 7 heures. Quand ça a tremblé, je suis restée là-dessous. Et j'ai attendu des heures. Parce que tout le monde s'est d'abord précipité à l'école, puis mon frère est venu et j'ai réussi à grimper à l'extérieur. À la nuit tombée, Ranwang continue à chasser les démons. Il faut désinfecter les camps, les épidémies guettent. C'est sur une place dégagée qu'une cité de tentes s'est dressée pour reloger ceux qui ne sont pas partis. Même les maisons restées debout sont encore dangereuses. Les répliques sont régulières. Autour du groupe électrogène, une forêt de portables. Le réseau marche enfin et c'est par lui qu'arrivent les bonnes et les mauvaises nouvelles. Je suis toujours sans nouvelles d'une partie de ma famille. Ce téléphone, c'est notre seul lien possible aujourd'hui. Contre toute attente dans la nuit noire, un feu d'artifice éclate. Ce n'est pas un accident, mais un hommage des habitants aux militaires qui poursuivent sans relâche les recherches. Sous les projecteurs, les fouilles continuent. Malgré la fatigue, les familles ne quittent pas les lieux. Encore un corps, il est déposé quelques mètres plus loin sur un bout de trottoir. Seul, presque dans l'indifférence tant la scène est banale, ce jeune homme pleure son épouse. Son père s'occupe du rituel, des vêtements personnels, de l'argent, de l'encens, tout ce qui doit accompagner la défunte dans son dernier voyage. C'est ma belle-fille. Elle était enceinte de 6 mois. On l'a retrouvée dans la maison, là-bas. À 2 secondes près, elle aurait survécu. Une femme enceinte. Au petit matin, Ranwang n'est pas sorti du cauchemar. Du renfort est arrivé, des Russes avec leurs chiens. La Russie est un des rares pays dont le régime chinois a accepté l'envoi de secouristes. Ils auraient pu arriver en 3 heures, mais Pékin en a décidé autrement. Malgré tout, on peut encore retrouver des survivants. Dans d'autres pays, on en a retrouvé au bout de 7 jours. Cet homme veut en tout cas y croire. Au policier, il brandit un SMS d'appel au secours de son neveu. Le message n'est arrivé qu'hier à cause de la panne de réseau. À l'école de Dongxi, on a fini de sortir les cadavres. Mais ses parents n'ont pas retrouvé leur enfant. Un espoir pour eux, qu'il ait été transporté dans l'évacuation des blessés. Pour réaliser l'ampleur du drame que vivent les Chinois, il faut comprendre que la situation de Ranwang se répète en ce moment même dans des dizaines d'autres localités. 5 jours après, on peut véritablement parler d'une des pires catastrophes dans l'histoire de la Chine. Voilà pour ce document. En Birmanie, après le passage du cyclone meurtrier, la junte freine toujours l'aide humanitaire en provenance de l'étranger. Exemple aujourd'hui, un bâtiment de la Marine nationale française, le Mistral, est arrivé au large des côtes birmanes avec à son bord des médicaments et des vivres, mais aucun accord n'a été trouvé sur la livraison de son chargement humanitaire. Le représentant de la Birmanie à l'ONU a ainsi reproché à la France d'envoyer, je cite, un navire de guerre. À l'étranger, enfin, François Fillon était au Pérou ces dernières heures pour le sommet Union européenne-Amérique latine, un sommet en marge duquel il a rencontré Hugo Chavez afin d'évoquer le sort d'Ingrid Betancourt. François Fillon a déclaré, je cite, ne vouloir négliger aucune piste pour sa libération. On revient en France avec une phrase politique attendue, certes, mais qui en a surpris plus d'un. Question peut-être de timing. Une phrase qui officialise en tout cas le lancement de la campagne de Ségolène Royal pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. C'était hier soir devant les militants à Paris. On l'écoute avant de retrouver Ségolène Royal sur ce plateau. Si les militants en décident ainsi et s'ils l'estiment utile pour le PS, j'accepterai avec joie
et détermination d'assumer cette belle mission de chef du Parti socialiste. Bonsoir Ségolène Royal, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors cette fois c'est fait, vous êtes donc candidate au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui. Vous savez, cette phrase a été prononcée au terme d'une longue intervention de 3/4 d'heure. Et Avec comme les militants. avec des militants, oui, comme je l'avais dit, j'avais lancé une étape de consultation participative et je faisais hier la synthèse de cette consultation et en rendant des comptes sur les engagements que j'avais pris, j'ai dit en effet très clairement les conséquences que j'en tirais. Voilà, donc je crois que les choses sont à la fois simples, elles sont mûrement réfléchies, elles s'adressent aussi à une conception du Parti socialiste, à la prise de conscience aussi de la gravité de la situation en France aujourd'hui. Et je crois que ça va être un moment historique pour le Congrès. Un moment historique, rien à voir avec la montée en puissance de Bertrand Delanoë, la sortie de son livre prochainement. Ce n'est pas un agenda précipité. Non, au contraire, c'est l'agenda que je m'étais fixé. D'abord la réflexion. Après l'élection présidentielle, pour en tirer les leçons, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé aussi depuis cette élection. J'ai vu ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas été compris des Français. Il y a aussi 1 an que la droite est au pouvoir et que les Français se demandent si la politique a encore un sens. C'est pourquoi la mission historique du Parti socialiste lors du prochain congrès, au mois de novembre prochain, sera de démontrer à nouveau qu'une autre politique est possible. Et il lui faut un leader au Parti socialiste. C'est ce que, en tout cas, les militants m'ont dit et disent aujourd'hui dans le Parti socialiste. Et c'est pour ça aussi que je veux leur répondre en toute clarté. Et finalement, sincèrement, il n'y a pas trop de candidats au Parti socialiste. 1, 2, 3, 4. Mais là, on a l'impression qu'ils se multiplient. Oui, je pense qu'il faut savoir maîtriser les choses. Ça peut surprendre un peu les Français. Mais au bout du compte, vous savez, les militants vont choisir. Et puis la question centrale qui se pose et qui va se poser dans ce texte, dans ce projet sur lequel je travaille maintenant avec une équipe, avec aussi des responsables socialistes dans 25 départements, j'espère qu'ils seront plus nombreux bientôt, c'est de savoir comment dans le monde tel que nous vivons aujourd'hui, où la précarité augmente, où les inégalités n'ont jamais été aussi criantes, où le capitalisme perd la tête, où les valeurs financières l'emportent sur les valeurs humaines. Dans le socialisme, il y a social. Et il n'y a aucune raison de laisser broyer le social par l'économique. Au fond, la question est de savoir aussi, si vous voulez, ce qui va être au cœur du projet, c'est la question suivante. Quels sont les droits et les devoirs qu'il faut aujourd'hui redéfinir pour que les responsables politiques, la société et les individus puissent avoir les mêmes droits pour réussir leur vie? Au fond, comment faire en sorte que chacun puisse rêver à un avenir meilleur. Vous savez, dans une de ses contributions, un jeune dit mais finalement, j'ai pas peur de l'avenir, c'est presque pire, j'ai peur de ne pas avoir d'avenir. Eh bien moi, je pense que le rôle de la politique et le rôle des socialistes, c'est de dire à chaque homme, à chaque femme ou à chaque enfant qui naît qu'il peut avoir un espoir d'un avenir meilleur. Alors voilà pour quelques éléments de votre programme, en tout cas, auprès des militants. On va écouter les 2 premières réactions au sein de votre propre camp, au sein du Parti socialiste. On écoute. On est en train de transformer le Parti socialiste en une pétaudière. On ne respecte ni les règles, ni le calendrier, ni les militants. Nous n'avons pas intérêt, dans le congrès de 2008, à une confrontation entre ceux qu'on appelle les présidentiables, entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, que ce n'est pas de ça dont le Parti socialiste a besoin, qu'il ne doit pas désigner son candidat à la présidentielle ou le pré-désigner dès 2008. Ségolène Royal, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une tendance, on va dire, au tout sauf Ségolène, comme vous l'avez vécu un petit peu pendant la campagne électorale? Oui ou non, sincèrement? Écoutez, moi je crois que si un jour je suis à la tête du Parti socialiste, si les militants m'accordent cette confiance et me donnent cette joie et cette lourde tâche, eh bien les responsables socialistes ne pourront plus s'exprimer de façon désobligeante ou violente à l'égard d'autres socialistes. Pourquoi? Comment vous allez faire pour faire taire toutes ces paroles? Mais il y aura des règles qui seront appliquées, il y aura des droits et des devoirs et il y aura des sanctions, parce que je pense que nous avons une responsabilité commune, nous socialistes, de construire un parti fort, un parti uni, un parti où l'on se respecte. Où l'on fait taire ses adversaires?
Non, c'est pas une question. C'est pas une question de se faire taire, c'est de faire taire les uns ou les autres. C'est une question de la qualité dans l'expression, du respect dans l'expression. Je crois que les militants aujourd'hui attendent d'être respectés. Et s'il y avait un mot à retenir, c'est le sens de ma démarche aujourd'hui. Ensuite, les militants vont choisir, donc les choses seront très simples. Mais je crois que chaque fois qu'un socialiste s'exprime, il doit d'abord penser à la France et aux Français. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux Français, c'est une mondialisation mal maîtrisée. C'est l'émergence de grands continents à l'égard desquels la France ne trouve plus sa place. C'est une identité française qui est bousculée par la peur de l'autre. Et nous avons tellement de travail à faire ensemble que nous devons garder notre sérénité et notre plaisir aussi de faire de la politique. Une question importante également, est-ce que le poste de premier secrétaire est lié au poste de candidat à la présidentielle? Vous êtes candidate, si vous êtes élu au poste de premier secrétaire, obligatoirement vous serez candidate à la présidentielle? Est-ce que c'est lié? Je crois que ce qui s'est passé lors de la précédente élection présidentielle a prouvé qu'il fallait une harmonie entre le principal parti, pour l'instant le parti d'opposition, et le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle. Donc un leader, je crois que cette harmonie et un candidat pour la présidentielle. Je pense que cette harmonie est indispensable, mais elle n'est pas forcément un automatisme. Merci beaucoup. Tout se mérite. Tout se mérite. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Juste une dernière question. Le livre de Bertrand Delanoë sort cette semaine. Vous allez le lire avec intérêt? Ah, mais oui, j'aime beaucoup les livres politiques. Donc oui, vous savez, je n'ai aucun... D'abord, je n'ai pas d'ennemis, moi, dans le Parti socialiste. Et c'est ça qui est important. Vous savez, la guerre des chefs, les militants n'en veulent pas et il n'y en aura pas. En tout cas, vous n'entendrez jamais dans ma bouche une quelconque parole désobligeante. Alors, c'est vrai que j'ai vu dans le texte que Bertrand Delanoë a signé avec Lionel Jospin une certaine critique de la démocratie participative. Ben, écoutez, je la prends comme un élément du débat d'idées et moi je défends au contraire cette idée que pour bien diriger, que pour bien décider, que pour bien gouverner avec volonté, avec détermination, il faut d'abord avoir écouté les citoyens et, en l'occurrence, dans le cadre du Congrès, écouter les militants. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Des nouvelles de Bernard Tapie dans l'actualité politique du journal, c'était devenu rare. C'est en tout cas un retour possible qu'il évoque aujourd'hui chez nos confrères du Parisien. Celui-ci n'exclut pas d'être candidat aux élections européennes de 2009, s'estimant plus que jamais proche du PRG, le parti radical de gauche. Et puis enfin, sachez que le Nouveau Centre a tenu ce samedi son congrès à Nîmes, lancé par les députés UDF qui avaient rejoint Nicolas Sarkozy entre les deux tours de la présidentielle. Le Nouveau Centre a reconduit à sa tête le ministre de la Défense, Hervé Morin. La question qu'on saute ce samedi maintenant, seriez-vous prêt à acheter votre prochaine voiture sur Internet? En tout cas, apparemment, la méthode serait économique. Les mandataires disposent de remises parfois plus intéressantes que les concessionnaires, à condition seulement d'être tout de même vigilants. Mode d'emploi avec Fabien Chadeau et Jean-François Monnier. En quelques clics sur Internet, Joël Meyer a trouvé la voiture de ses rêves. 3 jours après l'avoir réservée, il vient prendre possession de son véhicule. Un monospace haut de gamme, flambant neuf, son prix catalogue est de 53 000 €. C'est un véhicule que j'ai acquis donc, à 35 500 €. Pour une économie de combien? Donc un petit peu à environ 17 000 € d'économie. 33% moins cher parce que ce sont des invendus. Les sites internet les stockent dans des parkings, comme celui-ci en région parisienne, après les avoir achetés aux concessionnaires. Nous allons voir un concessionnaire et nous lui proposons donc notre mode de commercialisation directement sur Internet et de nous confier leur stock. Et ensuite, ces stocks, on les met en ligne et on sert d'intermédiaire. Les concessionnaires ont en effet intérêt à se débarrasser rapidement de leur stock, quitte à les brader, pour toucher des primes de vente accordées par les constructeurs. Acheter sa voiture sur Internet, l'idée fait son chemin en France. L'an dernier, 30 000 automobilistes ont franchi le pas, ce qui représente 2% des ventes. 2 fois moins que les Allemands, bien partis pour rattraper les Américains qui vendent 8% de leurs voitures sur la toile. Le succès de la vente en ligne a fait réagir les constructeurs. Ils proposent eux aussi désormais des ventes à prix cassé sur Internet. Si vous venez sur un site de constructeur, vous allez choisir votre voiture, vous allez partir sur votre desiderata. Est-ce que vous voulez en diesel, en essence, en 3 portes, en 5 portes, de quelle couleur, avec quelles options? C'est ça qu'on va pouvoir trouver sur la largeur de notre site et c'est ensuite ça pour lequel on va rechercher la meilleure remise. Une demi-douzaine de sites se partagent aujourd'hui le marché. Les plus fiables sont les plus visités. Seul inconvénient sur la toile, tous les modèles de voitures ne sont pas toujours disponibles.
Elle était depuis trop longtemps partie à Las Vegas, ne revenant en France que pour quelques télévisions. Mais ses fans français voulaient la retrouver sur scène. Eh bien, dès lundi, Céline Dion sera de retour à Bercy, à Paris tout d'abord. Hier, Olivier Lenouzaï et Mathieu Birden ont rencontré la star. Elle était en concert à Anvers. Regardez. Je peux pas vous quitter sans vous dire que je vous aime. Après 5 années passées à Las Vegas, elle a retrouvé son public. Mais oublions quelques secondes Céline Dion et tournons la caméra en direction des 16 000 spectateurs. Des larmes, et la communion avec l'idole. Elle a levé le voile sur son nouveau spectacle. Bonsoir, comment ça va? 20 minutes seulement avant de monter sur scène, elle nous reçoit. Pas une seconde à perdre, très professionnelle. La star aux 180 millions d'albums vendus. Venez. C'est plus comme c'était que j'ai approuvé à qui que ce soit que je peux faire cette carrière. Je sais pas de faire une carrière, je sais pas de monter une carrière, je sais pas d'avoir un succès. Je veux qu'avoir du plaisir. J'ai cherché ton âme pour une fois dans les flammes. Après 9 ans d'absence, le retour en France. C'est sûr que Paris, c'est un petit peu chez moi. Alors, mon retour à Paris sur scène, je pense que quand je vais ouvrir la boîte du cadeau, c'est un gros cadeau. Interview terminée. Derrière la porte, une télévision allemande attend seulement une question, car show must go on. Le spectacle n'attend pas quand on est The Queen, quand on est la reine. La page cinéma, demain soir à 20h, nous serons exceptionnellement en direct de Cannes avec comme invité Steven Spielberg, Harrison Ford et Cate Blanchett pour la sortie du dernier opus des aventures d'Indiana Jones. Au cœur de ce 4e volet, une étrange affaire de crâne de cristal, une légende fascinante. L'un de ces crânes est d'ailleurs exposé au musée du Quai Branly à Paris en ce moment même. Alors mythe ou réalité? Reportage Jean-François Firet et Raymond Chaplard. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé dans une mythique cité perdue d'Amazonie. C'est le secret le mieux gardé du moment. Après quoi Indiana Jones peut-il bien courir dans ses nouvelles aventures? Apparemment, un crâne de cristal au pouvoir surnaturel. Bien entendu, tout le monde veut le récupérer. Vous allez nous aider à le trouver. Les scénaristes de Steven Spielberg ont puisé dans l'imaginaire maya pour écrire leur histoire. Une légende raconte en effet qu'il n'existe pas un, mais 13 crânes de cristal apportés sur Terre par les Atlantes. 12 crânes ont été mis au jour, en reste un dernier à trouver, et vite. Car toujours selon la légende, si tous sont réunis le 21 décembre 2012, ils délivreront un message à l'humanité. Pierre Marty fait partie de ceux qui y croient. Je ne rêve que d'une chose, effectivement, c'est de pouvoir retrouver les 13 crânes, de pouvoir les réunir et voir ce qu'ils ont à délivrer comme message à l'humanité. Le musée du Quai Branly possède lui aussi son crâne de cristal, mais celui-là fait bien rire. Alors là, justement, si c'est un authentique, il est censé être des Aztèques. Mais celui du British Museum vient d'être daté du 19e siècle et même peut-être taillé en Allemagne. Alors voyez, selon les scientifiques, aucun peuple ancien n'avait la technique pour façonner du cristal de roche. Ces crânes auraient en fait été créés au 19e siècle par des faussaires amateurs d'antiquité. Il est inauthentique, il n'est pas aztèque. Mais c'est une espèce d'espace de doute qui est intéressant et qui explique aussi que cet objet continue d'exercer une fascination. Les crânes de cristal, une supercherie, réponse en 2012, ou peut-être demain sur la croisette. Et ce soir à Cannes, c'est un habitué qui vient de monter les marches. Il s'agit de Woody Allen, le réalisateur américain, présente son 40e film avec Penélope Cruz. Le titre, Vicky Cristina Barcelona, un film tourné justement bien loin de sa ville de New York. Il a promené son talent cette fois en Espagne, découverte avec Pascal Deschamps et Michael Cario. 40 films, 72 ans et toujours aussi inspiré, Woody Allen a depuis toujours le don de bien s'entourer. Flanqué de 2 de ses actrices longues comme des jours sans pain,
cet auteur singulier suscite toujours le même engouement du grand public. Woody est ici hors compétition comme d'habitude, mais son premier film tourné en Espagne était précédé d'un buzz plus que sulfureux sur le net. Les internautes furent nombreux à consulter une bande-annonce sans dialogue avec quelques scènes torrides et un baiser coquin entre Scarlett et Pénélope pour une histoire d'amour à 4 à Barcelone. C'est la première fois que vous filmez des scènes aussi torrides. C'est quoi la prochaine étape? Un porno en Italie? Un sacrifice humain. I'm tired. I haven't slept in 24 hours, and that is exactly what I'm going to do. And you? I'll go to your room, but you have to seduce me. Il y a une ambiance à Barcelone totalement différente de ce que je connais. Pour un Américain comme moi, c'est tellement exotique. Aux États-Unis, on est très coincé. On a d'énormes problèmes avec le sexe. Woody Allen ne joue pas dans son film. Pour incarner le tombeur de ces dames, il a choisi le sublime Javier Bardem, absent de Cannes. The city is romantic. The night is warm and balmy. We are alive. Isn't that meaning enough? S'il était dans une galerie d'art et que j'étais à côté de lui, c'est lui qui vous taperait dans l'œil. Woody a toujours été perçu comme un charmeur. Et je suis sûre qu'il le sait. Dommage en tout cas que Woody n'ait pas souhaité être en compétition avec ce film hilarant et profond à la fois qui a emballé la croisette. Voilà, avant de terminer le journal, je vous rappelle l'une des principales informations de ce samedi. Ségolène Royal a confirmé ce soir sur ce plateau son intention de briguer le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Un poste, on le sait, très convoité. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas d'ennemis au Parti Socialiste et que le poste de premier secrétaire était indissociable de celui de candidat à la présidentielle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci d'être fidèle à l'information sur France 2. La météo donc avec Isabelle Martinet, 20h50, tenue de soirée. Présenté par Michel Drucker, en direct d'Avignon. Demain, dès midi, France 2 Foot, Denis Balbir. Demain, 13h, Olivier Galzi. Je vous retrouve demain soir à 20h depuis Cannes, avec pour inviter Steven Spielberg et Harrison Ford. Très belle soirée à vous. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.